Et là, C'est bon. c'est bon. Donc, là, vous devez... Alors, je vais bouger la petite barre. Oui. Bon. Oui. Donc, voilà, tu as déjà fait l'introduction. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Effectivement, je ne serai que la voix, puisque nous étions trois cerveaux, six yeux et six mains à ce travail. Un travail qui a été fait en commun avec Marc Parvery, dont j'ai vu tout à l'heure la présence, et Wybrandt Opdenvelde, qui est un spécialiste des Sheata néerlandais. Et nous avions préparé ce travail et publié ce travail dans le Numismatic Chronicle l'année dernière, en 2020. Et nous avons dû le publier en anglais, puisque maintenant le Numismatic Chronicle ne publie que des articles en anglais. Mais je vais vous faire cette conférence en français avec un titre français qui est Le trésor de deniers et des Sheata des Combrailles, donc trouvé dans la Creuse vers 730. Ah, alors, comment est-ce que je fais pour passer à la diapo suivante? Bien. Donc, vous voyez la deuxième diapo, c'est bien ça, Eric? Oui. Donc, Oui, c'est c'est un... très bien. D'accord. Donc, cet ensemble de deniers et de Sheata est particulièrement important. Il est composé de 31 deniers et de 8 Sheata. Il a été découvert il y a plusieurs années dans l'est de la Creuse, dans une région naturelle qu'on appelle les Combrailles, qui se trouve à la limite entre la Creuse et l'Auvergne. Et elle aurait été trouvée lors du défrichement d'une parcelle boisée destinée à être mise en culture et donc hors de tout contexte archéologique. Il semblerait qu'il n'y ait eu aucun contenant, ni aucun autre objet. On verra que ce n'est pas le cas de la plupart des trésors de deniers mérovingiens. Et il a été porté à notre connaissance par le propriétaire. Il est particulièrement important, surtout pour le département, puisque c'est la première fois qu'un trésor de deniers mérovingiens est signalé dans ce département. Ça n'est que le 11e trésor de deniers mérovingiens connu, donc ça reste quand même assez rare. C'est tout de même le 6e par son importance numérique. On verra qu'il est non négligeable et ça faisait plus d'un siècle qu'aucun trésor de deniers mérovingiens aussi important n'avait été trouvé, quantitativement aussi important n'avait été signalé. Le dernier signalé de cette taille-là avait été en 1904. Vous avez ici les différents trésors de deniers mérovingiens par ordre d'importance, en quantitative. Le plus important, c'est celui de Nice-Signé, dans les Alpes-Maritimes, dont on sait malheureusement assez peu de choses, puisqu'on estime aux alentours de 3 000 € le nombre de deniers, c'est-à-dire plus que la totalité des autres trésors réunis. Il a été trouvé en 1851, alors que Nice-Signé était de part et d'autre de la frontière. Et donc, on est plutôt partisan maintenant d'une trouvaille à Signé, mais il a d'abord été déclaré comme trouvé à Nice, de l'autre côté de la frontière, en Italie, dans la Savoie. Et donc, on a une proportion des monnaies qui est connue, qui n'est pas complète, et on ne sait pas ce qui nous manque. Il y a quand même au moins 2294 deniers qui sont maintenant connus, et un objet, et là j'attends avec une certaine impatience le travail de Marie-Laure, que je souhaite qu'elle publie cet objet, et elle sait très bien à quel private joke je suis en train de faire référence, mais donc c'est un trésor qui contenait aussi des objets. Un trésor de baie trouvé en Ille-et-Vilaine en 1904, c'était le dernier trouvé de cette importance, qui est beaucoup plus important que le trésor des Combrailles, il est 10 fois plus nombreux, avec 407 deniers et Sheata, et un certain nombre d'objets, des petits lingots, une bague, un certain nombre d'objets qu'on trouve dans les trésors. Le trésor de Plassac, trouvé en Gironde, qui est un isolat. Il y a assez peu de deniers trouvés en Aquitaine en général, dans la Grande Aquitaine, le duché d'Aquitaine de l'époque, et avec 177 deniers, dont les très rares deniers de Bordeaux qui étaient présents dedans, trouvés en 1850. Le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux, dans le Cher, qui est pas très éloigné finalement, à, je crois, une centaine de kilomètres des Combrailles, qui contenait un objet et 104 deniers, trouvé en 1882. Le trésor de Savonnières, trouvé en Indre-et-Loire, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui pose de vrais problèmes, puisqu'il a été trouvé en 1865,
il n'y a que 39 pièces qui sont gravées, qui ont été recollées par donc Jean Laforie, mais on a annoncé 45 deniers dans le trésor, donc il en manque de toute façon, et nous arrivons à la même conclusion avec Jean Laforie qu'il y avait certainement plus d'une cinquantaine de deniers qui sont liés par les coins avec les mêmes patines que le trésor de Savonnières, et donc on est certainement avec un trésor qui avait commencé à être dispersé avant que les 45 deniers ne soient vus par les numismates. Et puis ce fameux trésor dont je vais vous parler ce soir au nom de Marc Barbery et Horten Velde, donc le trésor des Combrailles trouvé dans la Creuse avec 39 deniers, qui est un des plus récents puisqu'il a été trouvé il y a quelques années seulement. Le trésor de Noanan, dont nous allons beaucoup parler ce soir, qui est un trésor, j'essaye de déplacer ça, voilà. Le trésor donc de Noanan, dont on va beaucoup parler ce soir, qui est à une cinquantaine de kilomètres du trésor des Combrailles, qui est tout à fait comparable en nombre, 35 deniers, qui avait été trouvé en 1877, mais on verra que ce n'est pas la seule comparaison qu'on peut faire entre ces deux trésors. Le trésor de Saint-Jean-d'Eur, dans le Puy-de-Dôme, dont, pour être très honnête, on ne sait rien du tout. On a une mention de 30 monétaires de la première race, et c'est le prix de vente qui est plutôt correspondant à des deniers d'argent qu'à des trénisses d'or, qui permet de penser que c'est un trésor de denier et qui a été donc trouvé avant 1853 et qui avait été dispersé en 1853. Le trésor de Barbuise, trouvé dans l'Aube, avec 9 deniers qui ont la particularité de tous être de Reims ou de la banlieue de Reims, et une bague trouvée en 1945. Le trésor de Rodez, trouvé en fouille archéologique, donc dans l'Aveyron, c'est le seul qui a été vraiment dans une fouille archéologique, trouvé dans une tombe, 9 deniers trouvés en 2002, et qui a été trouvé au niveau du bassin, ce qui fait penser, le fait qu'elle soit en mauvais état, qu'elle soit légère, on va y revenir, fait aussi penser que c'est probablement en fait une doublure du manteau ou de la veste qui comprenait ces deniers et qu'ils ont été oubliés dans la doublure et que les poches n'ont pas été bien faites, les poches du mort n'ont pas été bien faites et que donc ça nous a permis d'avoir ce petit prélèvement un peu particulier dans cette tombe. Et puis le trésor du Doubs dans le Doubs, alors attention, c'est la commune de Doubs dans le département du Doubs, il y a parfois confusion, avec 3 deniers qui sont de même type, de même coin, qui sont probablement locaux, donc une petite trouvaille qui a été publiée par Jean Laforie et qui avait été trouvée en 1992 et qui est illustrée donc dans la forêt Pyrénées-Lemier. Alors, si on reprend la répartition de ces trésors, alors je ne sais pas si vous voyez les photos vous aussi, donc vous avez le trésor des Combrailles qui est ici, en rouge, avec le trésor de Noanan qui est très proche, le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux près de Bourges qui est très proche aussi, on verra qu'il y a des points de comparaison, le trésor de Savonnières, le trésor de Baie, le trésor de Barbuise donc qui est composé uniquement de monnaie de Reims, le trésor de Doubs qui est composé uniquement de monnaie locale, le trésor de Nice-Signé qui était à la frontière française maintenant proche de Monaco, hein, proche de Nice, mais qui est composé très largement, on va dire très majoritairement, de deniers de Marseille, mais pas uniquement. Il y a des deniers d'à peu près toute la Gaule et même des Chéata de Frise. Le trésor de Rodez, donc trouvé dans la tombe, et le trésor de Plassac, à côté de Bordeaux. Si on compare ces trésors, vous avez le trésor ici des Combrailles, avec les différents types qu'on retrouve. Donc, tous les types ne sont pas retrouvés dans d'autres trésors. Il y a un certain nombre de monnaies inédites dont je vais vous reparler, mais il y a un certain nombre de monnaies qui sont classiques, des monnaies de Rouen, par exemple, qu'on trouve à Baie, à Plassac, des monnaies de Rennes qu'on trouve à Baie, qu'on trouve à Nohannang, mais on trouve un certain nombre de liaisons de coins, de droit et de revers, entre, par exemple, le denier de Rennes trouvé à Nohannang et le denier de Rennes qui est donc dans le trésor des Combrailles. Donc, proximité géographique, mais aussi carrément des deniers qui sont frappés avec les mêmes coins. Denier de Sens qu'on retrouve à Baie, denier de Paris qu'on retrouve à Baie, à Plassac, à Saint-Pierre-les-Étieux avec un denier qui est de même coin de droit et de même revers, même type pour Nohannang, même type pour Rodez, Paris, un autre type qui est présent à Baie, un autre type qui est présent à Baie et à Plassac, un denier de Metz qui est un type qui est présent à Plassac et à Saint-Pierre-les-Étieux,
un type de chalon qui est retrouvé à Baie et à Plain-Sac, un type de lion dont on va reparler tout à l'heure, qui n'est présent que dans le trésor de Nisimier et dans le trésor de Lyon, des deniers au 7 ou VII, on va en reparler longuement et on vient d'en parler en bureau à l'instant, donc qui sont présents dans le trésor de Noanan, dans le trésor de Nisimier, dans le trésor de Rodez, des trésors, le type au 7 qui est aussi présent dans le trésor de Baie pour un autre type, dans le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux pour un autre type, et dans le trésor... Metz. Non, pas Metz, non, 7. Je suis désolé, je ne sais pas qui n'a pas coupé son micro. Et donc, Nisimier, le denier au 7 qui est trouvé à Baie, à Saint-Pierre-les-Étieux et à Noanan. Et là encore, on a deux deniers du trésor de Noanan qui sont deux mêmes points de droit et de revers qu'un des deniers du trésor des Combrailles. Un denier de Bourges, dont on a... Les Combrailles est présent dans les autres. Et le trésor de Bourges, donc un denier de Bourges du trésor des Combrailles. Je suis désolé, je suis troublé par la personne qui n'a pas coupé son micro. Donc Saint-Pierre-les-Étieux, avec une liaison de points à nouveau, Limoges, dont on trouve à Baie et à Plain-Sac, et Clermont-Ferrand, un type qu'on trouve à Saint-Pierre-les-Étieux. Donc, si on résume un peu, le trésor le plus proche géographiquement Noanan est celui qui a le plus de liaisons de points. Celui qui est le suivant par proximité a aussi des liaisons de points, mais le trésor le plus comparable par la comparaison et par les variétés des types, c'est le trésor de Baie, mais c'est aussi le plus nombreux quantitativement après celui de Nisimier, et ça explique qu'on trouve quasiment tous les types, et à Baie qu'on trouvait au Combrailles. Mais on a quand même des liaisons de points, et ça c'est une première, je crois que ça n'avait jamais été développé, ces liaisons de points entre certains des trésors aussi proches géographiquement. Si on reprend la carte d'origine des deniers, eh bien finalement on a presque été déçus. Le trésor des Combrailles qui est ici contient assez peu, et ça va être une particularité de ce trésor, assez peu de deniers locaux. Assez peu de deniers locaux de Bourges, de Limoges et de Clermont, qui sont pourtant présents, mais on a principalement des deniers de la vallée du Rhône et de la Saône, ça c'est le type 7, on va y revenir, de Sens, de Paris, de Rouen et jusqu'à la Bretagne, c'est-à-dire la route de l'État. Le grand axe fluvial du Rhône, de la Saône, de la Seine jusqu'en Angleterre, et on sent le courant commercial et donc un apport dans le trésor des Combrailles, majoritairement de monnaie venant de l'Est, venant de la vallée du Rhône. Ça, c'est le cas de ce trésor, une des particularités de ce trésor, avec des monnaies qui sont parfois d'assez loin. Et pour ce qui est des monnaies de la Frise, il est difficile d'établir si elles ont remonté le Rhin en passant par Metz, puis rejoint la Saône, ou si plus probablement elles ont été mêlées aux châtas anglais, les châtas frisons, et les châtas anglais auraient été mêlés en Angleterre, puis exportés par cet axe. Je parlais de la particularité de Metz, des trésors des Combrailles, c'est que justement, on a très peu de monnaie locale. Et ça, c'est quelque chose qu'il partage avec le trésor de Noanan. Le trésor des Combrailles, c'est moins de 16% de monnaie dans un rayon de 100 km. Le trésor de Noanan, c'est moins de 7% de monnaie locale. Même si on inclut les monnaies dont on n'a pas la région exacte, VII, on reste à 25 et 30%, ce qui est très en dessous de ce qu'on pourrait attendre comme trouvailles. Certaines trouvailles, certains trésors locaux sont composés à 100% de monnaie locale. C'est le cas de Barbuise, avec 9 monnaies sur 9 qui sont locales, le trésor de Doubs qui a avec 3 monnaies locales, le trésor de Savonnières qui est uniquement composé de deniers mérovingiens de la Touraine, de Saint-Martin, de Saint-Maurice, de la cité de Tours et un petit peu du Poitou à proximité. Donc on est avec quelque chose qui est anormalement composé de monnaies très lointaines, plus de 100 km. D'autant plus anormalement que si on regarde un petit peu les études qui ont pu être faites et qui peuvent servir de point de comparaison sur la circulation des monnaies, Metcalfe avait fait un travail à partir de l'ouvrage de Jean Laforêt et Pilet Lemire sur la circulation des monnayages d'or, et il avait distingué même les monnayages d'or pâle, c'était dans la RN, où on est à peu près à
un trémicès sur deux trouvé à 100 km de son lieu de frappe, à peu près un trémicès sur deux trouvé à plus de 100 km de son lieu de frappe. Donc, on est avec une circulation de l'or qui est relativement localisée et locale. Pareil pour l'argent. Ça, c'est les travaux que j'ai faits sur les monnayages de Touraine. Si on prenne les monnaies qui circulent en Touraine, c'est-à-dire elles sont à 48,6% d'origine de plus de 100 km, 51,4% dans un rayon frappé dans un rayon de 100 km, et les monnaies trouvées en Touraine sont à une centaine, à moitié à peu près aussi. Donc, que ce soit les monnaies qui circulent en Touraine ou les monnaies de Touraine, elles circulent dans un rayon de 100 km pour moitié. Et pour les trésors, c'est parfois pas du tout représentatif de la circulation. Et on le voit bien entre le trésor de Savonnières qui donne un 100% d'origine locale, alors que la circulation ne l'est pas. Cette circulation des trémicès et des deniers, elle va s'uniformiser dès les premiers carolingiens. Dès Pépin-le-Bref, les études de Simon Coupland permettent de voir qu'on n'est plus à la moitié des monnaies qui circulent dans moins de 5 km, mais 40%, et donc une majorité de monnaies qui proviennent de plus de 100 km. On est avec les petits deniers de Pépin. Et même avant la réforme de Charlemagne, dès les années 768-794, on a une uniformisation de la circulation dans le royaume des Francs qui se fait avec presque 30% de monnaie locale, mais un nombre de monnaies de plus de 100 km qui continue à augmenter. Et ça sera encore confirmé avec la grande réforme de 793-794 avec le typo-monogramme, où là, les monnaies circulant localement sont minoritaires et la plupart des monnaies viennent de plus loin. Et donc, on a une uniformisation de la circulation monétaire dans l'Empire carolingien, dans le royaume, puis l'Empire carolingien. Ce trésor des Combrailles est particulier par rapport à la période mérovingienne et un petit peu à prendre en compte dans le raisonnement. Si on prend la répartition des masses des deniers, alors vous avez deux points de comparaison que je vous ai mis sur cette courbe. Les deniers cités par Georges de Perrault, à peu près la courbe de 3000 deniers, majoritairement pour 2500, je crois, provenant de trésors, donc c'est les chiffres de Jean Laforie, mais aussi un certain nombre de deniers plus légers, voire très légers, qui sont des trouvailles isolées. C'est pour ça que la courbe de Georges de Perrault et Georges de Perrault est beaucoup plus étendue. On a des deniers très très lourds qui sont trouvés dans les trésors de 1,4, 1,5 grammes, un denier exceptionnel de 1,6 g qui apparemment ne vient pas d'une trouvaille, mais une courbe de Gauss qui permet de voir que le poids des deniers est aux alentours de 1,1 g, ce qui est aussi quasiment le poids théorique du denier de Pépin-le-Bref. Le denier de Pépin-le-Bref par le capitulaire de Vert, c'est 1,24 g. Poids théorique qui est rarement respecté et qui est, pour les deniers de Pépin-le-Bref, tout à fait avec la même courbe. Et donc, on pourrait peut-être avancer que le capitulaire de Vert ne fait que confirmer le poids des deniers mérovingiens à 1,24 g, et puis qu'on a quelques deniers plus lourds qui sont trouvés dans les trésors et quelques deniers plus légers qui circulent, et puis une courbe de Gauss vers 1,1 g, un petit peu inférieure au poids théorique. Voilà pour les deniers mérovingiens de l'époque. Si on prend deux cas particuliers totalement opposés, le trésor de Savonnières. Alors là, pour rendre les courbes lisibles, sinon elles seraient totalement plates, j'ai multiplié les chiffres par 50, mais on voit bien que la courbe des deniers de Savonnières ne correspond pas à la courbe des trésors en général. Que les deniers de Savonnières sont très inférieurs, pour la plupart inférieurs à 1 g, quelques-uns de 1,1 g, une moyenne de l'ensemble des exemplaires de 1 g, donc on est vraiment avec une courbe qui est représentative, et très inférieure à ce qu'on pourrait attendre. Et le trésor de Savonnières, les monnaies sont mal frappées, sont légères, sont en fait des monnaies prélevées dans la circulation. C'est un trésor de circulation. C'est un trésor de circulation. C'est vraiment un trésor puisqu'il y a un contenant, mais on voit bien que ces monnaies sont anormalement légères par rapport à ce qu'on pourrait attendre de monnaie de trésor, et tout à fait dans ce qu'on peut trouver en trouvailles isolées à 0,8, 0,9 g, très souvent des deniers légers. Pour ce qui est du trésor des Combrailles, eh ben, on est dans le cas inverse. Dans le trésor des Combrailles, le poids des deniers est particulièrement élevé. Et on a de nombreux deniers de 1,45, 1,49 g. On a visiblement des deniers qui sont choisis
parmi les deniers les plus lourds, ce qui est tout à fait normal pour un trésor de thésaurisation. Mais en même temps, on a des deniers qui sont un peu légers, 1 gramme. Et quand on prend les Shehata, on s'aperçoit qu'effectivement, on a même que des Shehata plutôt légers, inférieurs à 1,2 g. Et des Shehata qui sont parfois moins bien frappés, un peu usés. Et donc, on a l'impression qu'il y a certainement 2 lots. Un lot de deniers lourds, thésaurisés, et parfois très anciennement, et certains types pourraient remonter aux années 680. Et puis des Shehata qui, eux, sont bien datés par les fouilles archéologiques anglaises, sont datés beaucoup plus précisément que les deniers des années 720-730. Et donc un lot de monnaie anciennement thésaurisée mélangé avec des deniers de la circulation et majoritairement venant de l'axe rhodanien jusqu'au Shehata d'Angleterre et de Frise. Donc probablement 2 lots qui correspondent aux 2 ensembles de poids qu'on a là pour le trésor des Combrailles. Pour ce qui est du trésor, nous avions choisi de faire par royaume. Donc les royaumes contemporains, la Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne et la Provence qu'on n'a pas distingué parce qu'on a un problème sur un des types qui rendrait majoritairement l'un ou l'autre, et puis l'Aquitaine qui est sous-représentée. C'est un duché périphérique qui n'est pas totalement contrôlé par les Mérovingiens, mais qui a frappé des deniers et où se trouve l'atelier de Mel. Et le trésor des Combrailles a été trouvé en Aquitaine. Or, ce n'est pas les types les plus courants. Donc, on reste avec une logique de deniers qui viennent d'assez loin. Et puis, on a de nombreux deniers, je vais vous en présenter un certain nombre puisqu'ils sont inédits, d'ateliers ou de régions incertaines, probablement pour un certain nombre d'Aquitaines, mais pas tous. Et puis, les Shehata anglo-saxons et continentaux qui ont été étudiés à la fin de l'article par Obdenwälde, mais qui ont été mis en relation avec l'ensemble du travail. Je ne vous présenterai pas l'intégralité du trésor, sauf si on a le temps. Je verrai si... Et je vais commencer par un petit denier, un petit peu original, inédit, que nous avons attribué à Rouen, pas tellement à cause de la tête casquée. Ici, vous avez un petit œil, un petit nez, une petite joue, un petit menton, un cou, et puis un casque ici, peut-être surmonté d'une aigrette sous forme de pointillé, mais beaucoup plus à cause du type du revers, à la rose ou à la fleur. Et le problème, c'est que cette fleur, elle n'est connue qu'avec 6 pétales. Elle est assez courante pour Rouen, mais là, on a 8 pétales. Alors, est-ce que nous avons raison de l'attribuer à la région j'ai peut-être... Non, il y a des conversations, non, des questions, non. Donc, 8 pétales au lieu de 6. Est-ce qu'il faut l'attribuer à Rouen pour autant? Nous l'avons attribué à la région de Rouen. Malheureusement, une légende qui est pourtant bien claire, S, C, A, peut-être M, peut-être A et U liés, mais une légende qui ne nous semble pas intelligible, encore moins au droit, avec la croisette, le U, le C couché, le S, avec un point ici, un T, bref, des lettres qui sont peut-être celles qui veulent dire quelque chose, mais qui sont compréhensibles uniquement par ceux qui l'ont frappé. Donc un type inédit avec 8 pétales. Un denier qui, lui, n'est pas inédit, mais nous intéressera parce qu'il y a des liaisons de points. Un type qui a été réattribué à Rennes. Alors, il y a eu de nombreux débats jusqu'au colloque organisé par le Sénat à Rennes, savoir si c'était un Shehata qui imitait les deniers de Rennes, puisqu'il y a un denier de Rennes avec un grand R qui est d'un monastère de Rennes, ou s'il s'agissait de deniers de Rennes imitant les Shehata, puisque vous avez au droit un type qui reprend un petit peu avec le Grenti, le type au porc-épic. Il manque les raies du porc-épic. Et ici, on devine ici les boucles du diadème. Donc, on est certainement ici avec une tête à droite, avec le buste du diadème. Et ici, on a à l'extérieur une légende qui n'est pratiquement jamais lisible, enfin qui n'est jamais lisible, mais dont on voit parfois la base des lettres. Donc, un type avec un R dans un carré de perles, imité des Shehata anglais, mais la carte de répartition ne peut pas poser problème. Tous, à l'exception d'un seul, ont été trouvés sur le continent.
une grande partie des types est présente dans le trésor de Bray à proximité de Rennes, et plus on s'éloigne de Rennes, plus la densité des trouvailles est faible. Et ce type, on en trouve un ici dans le trésor des Combrailles, qui est du même type que Noamment, et qui est de même droit, de même point de droit et de même point de revers que le trésor, que celui trouvé à Noamment. Donc on a deux deniers de Rennes trouvés à 50 km l'un de l'autre, de même point de droit et de revers, et il se trouve qu'il est de même point de droit que celui de Sainte-Maure-de-Touraine et d'autres deniers, mais c'est le point le plus courant pour le droit. Et là encore, on a un exemple où c'est le droit qui est le point fixe, c'est le buste, et le point le plus facile à graver, c'est celui qui est le plus schématique. Hein, c'est maintenant, pour plusieurs séries et pour plusieurs ateliers, ça a été prouvé. Et donc, on est ici avec un denier qui est du même point de droit et de revers que celui de Noamment, et qui est celui qui est dans le trésor des Combrailles. Ici, un nouveau type inédit avec une monnaie qui n'a pas d'équivalent, avec un polylobe. Alors, on serait au 14e, ça serait tout à fait classique. Là, on est dans les début 8e. Donc, un polylobe qui entoure une croix, qui n'est pas une croix à 4 globules et un globule central, mais à 6 branches. Vous avez 6 branches, et donc un hexalobe autour, avec en plus un grenti qui se sépare, donc c'est bien le motif central, l'hexalobe. On a un grenti autour et la base de lettres, et malheureusement, qui n'est pas vraiment lisible, et un petit cheval qu'on retrouve parfois dans la numismatique mérovingienne, un petit cheval qui est assez proche de ce qu'on trouve chez les monnaies gauloises, hein, avec les articulations qui sont bouletées, un petit cheval tourné vers gauche, et qu'on voit plutôt dans la région de Bourges, ainsi que la croix qui est à 5 globules. Donc, c'est pour ça qu'on pense que cette monnaie est aussi de la région de Bourges, mais c'est un exemplaire unique, un unicum et un inédit. Un autre denier qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors, beaucoup de problèmes, il ne devrait pas. On commence par une croisette, A, U, R, L, Aurelianis. Certes, une légende Aurelianis qui est corrompue, mais un type qui est connu pour Orléans, avec un buste, ici, le ruban du diadème, la couronne radiée, hein, Aurelianis, un type avec un buste assez joli, l'œil, le nez, la bouche, le menton, la joue, le cou, et puis un revers qui est assez classique pour Orléans, la croix bouletée, qui est repris des Byzantins. Donc, quelque chose qui, en plus, est bien lisible. Hein. On lit bien la légende, une croisette, N, O, N, I, C, A, non barré, I, O, M, A. On a même les traces de fabrication. On voit ici la pointe sèche du compas qui a servi à aligner les lettres. Bon, donc une monnaie qui est vraiment neuve. Le problème, c'est que cette légende de revers est inédite. Alors, nonique, c'est monique. C'est une légende qui est fautive comme Aurelianis. C'est monique, c'est un monastère. Mais quel monastère? Est-ce qu'il faut faire Monica Thomas, un monastère Saint-Thomas qui sera inconnu à Saint-Aignan, ou plus probablement Monique Ayoma et Aoi pour le monastère Saint-Aignan Ayoma. Bon, c'est probablement Saint-Aignan avec une légende fautive, mais un type qui n'était pas connu pour Saint-Aignan, puisqu'il a un autre revers normalement pour ses 1,33, oui, c'est 1,33. 4 deniers qui sont attribuables aux évêques de Paris. Aucun n'est attribuable à un évêque en particulier. Vous savez que vous avez des lettres qui sont rattachées au revers à la croix ancrée, à 2 pendants, et avec une légende, avec un buste au droit, avec une mitre. Je ne vous fais pas patienter, en voilà un exemplaire. Vous avez ici la mitre de l'évêque qui est sous forme de pointillés avec la croisette ici, une légende qui pour une fois est à peu près lisible, Parisius, avec le S ici et le E ici, et un buste à droite. La fameuse croix ancrée avec les 2 pendants, ou la croix sous les 2 arcades pour accorder à certaines une description plus technique et certainement beaucoup plus proche.
un revers qui est assez classique avec une croisette, un annelé et un annelé qui coupent des petits grantis qui sont hors champ sur celle-ci, et puis aucune attribution possible. Alors, ce denier est intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter ce soir, c'est qu'il est de même coin et de même coin de droit et de même revers qu'un autre exemplaire du Trésor des Combrailles, et de même coin de droit et de même coin de revers qu'un autre exemplaire de Saint-Pierre-les-Étieux, c'est Belfort 3427. Alors bon, il est décrit comme du Trésor du Creuset dans Belfort. Le Trésor du Creuset, c'est le Trésor de Saint-Pierre-les-Étieux, c'est le lieu-dit à Saint-Pierre-les-Étieux. Néanmoins, Jean Laforest ne l'avait pas repris, c'est pour ça qu'il n'a pas de numéro d'inventaire. Il avait estimé qu'il était confondu avec un autre type de denier de Paris, et un autre denier de Paris qui est d'un autre point et d'un autre type. Donc, je pense qu'il faut réattribuer le denier Belfort 3427 à Saint-Pierre-les-Étieux. Un autre denier dont j'ai commencé à vous parler, qui est de Lyon, donc ça classique, un Granty, un LUG rétrograde. Normalement, le lunginum devrait être dans le bon sens. Donc, on se pose déjà des questions. C'est un type qui est rétrograde, donc qui pourrait être immobilisé. Un type qui, autour d'une croix, a une légende EPS. Sur certains deniers, le S est bien visible. Donc, Episcopus, un évêque, et dont on peut voir ici un G, donc qui est l'initiale probablement de l'évêque. Ce type de denier avait été attribué à l'évêque Godinus, qui est noté avant 688 jusqu'en 701. Le problème, c'est que ces deniers, on en a deux dans le Trésor des Combrailles, et puis on en a dans le Trésor de Nice-Signé. Le Trésor de Nice-Signé, c'est le plus tardif des trésors mérovingiens, il est probablement des années 750. Et on a ici un denier qui est rétrograde, qui pourrait être immobilisé. Or, aucun des 10 autres trésors de deniers mérovingiens ne comprend, même ceux qui sont plus proches de Lyon, ne comprend de denier de cet évêque. Alors, est-ce qu'il faut penser que ça n'est pas Godinus, c'est un autre évêque dont l'initiale est bien G et dont l'histoire aurait perdu le nom puisque la liste épiscopale de Lyon à cette époque n'est pas complète, on le sait très bien. Donc, il peut manquer un autre évêque avec un G comme initiale. Est-ce que c'est un type qui ne serait connu que immobilisé, qui serait une réattribution à Godinus? Mais il y a peu de chances qu'il date des années 700, puisqu'on ne le trouve que dans les trésors après 730. Bon. Ici, un type qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, un type au 7, on parle même en bureau, donc un VII 7, il fallait lui donner un nom, en cantonnement d'une croix, sous un oméga. Vous remarquez tout de même que la graphie n'est pas si différente des monnaies de Lyon et n'est pas si différente des monnaies de Paris. On est avec un style tout de même qui est un peu régional et qui sera repris par Marseille plus tard. Et un type qui reprend aussi les types des chiatas. On a ici les porc-épics, les pics du porc-épic, l'œil qui manque, le nez, la joue sous forme de lune ici, une croix devant. On le devine un peu mieux ici, l'œil, le nez, la joue sous forme de lune et les pics du porc-épic, mais qui sont ici les cheveux. Donc quelque chose qui à la fois reprend une graphie du porc-épic et qui reprend une graphie qui est assez proche des 2G ou du SG de Lyon. Bon. Alors, ces deniers ont été attribués à de très nombreux ateliers. Les premiers auteurs, à commencer par Benjamin Fillon, se basant sur les trouvailles de Frise, disaient c'est certainement Magnentia, M-A, mal écrit. Le problème, c'est qu'on a deux monnaies qui sont avec A, on n'en a pas d'autres. Sur la base de la trouvaille de Nice-Signé, on a attribué ces monnaies à Marseille. Mais là encore, à Marseille, on n'en trouve pas. Donc, ici, vous avez un exemplaire, deux exemplaires, trois exemplaires, et vous voyez deux points différents. On a l'impression quand même qu'il y a eu un brassage de circulation et que ce n'est pas une petite bourse qui vient de quelque part qui a été déplacée, avec un style très différent pour celui-ci. Ici, une variante avec un deuxième oméga qui est au-dessus. Ici, encore une autre variante avec le deuxième oméga, mais avec le buste à droite. Bon, donc,
une variété de choses, et là, on a bien un A, II, le A est inversé, le V est inversé. Donc, on a une variété de ces types de monnaies et un nombre non négligeable. Vous avez aussi ce type-là, qui est destiné un petit peu différent, qui est probablement de même point que le type Noanan, hein, avec un portrait qui est un petit peu moins stylisé, hein, l'œil, le nez, la bouche avec les deux lèvres, la joue, le cou. Et donc, on a ici un certain nombre de choses qui permettent de penser qu'il y a des frappes, en tout cas abondantes de ces deniers, avec ici deux petites virgules et VII. Alors, si on regarde un petit peu la répartition de ce type-là dans les trésors, effectivement, le trésor qui en contient le plus, c'est le trésor de Nissigné. Il contient 22 exemplaires, ce qui représente pratiquement la moitié, plus de la moitié des 43 exemplaires trouvés en trésor. Donc, le trésor de Nissigné donne l'impression que c'est vraiment un type qui a été repris après par Charlemagne, avec la croix ancrée, qui pourrait être 2S accolé, CMA. Bon, le problème, c'est qu'il représente moins d'1% du trésor. C'est l'énormité du trésor de Savonnières qui donne cette impression qu'il y en a un grand nombre. Et ça représente un tout petit pourcentage, beaucoup moins que le trésor de Göttingfort, qui est un trésor de Château, où il y a quelques deniers, et qui se trouve à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne. Donc, ils sont nombreux dans le trésor Nissigné, mais c'est une petite proportion du trésor Nissigné qui pourtant a vraiment de très grandes quantités, plusieurs centaines, par exemple, de nymphidus. Bon. Si on regarde en revanche leur nombre, il y en a 6 exemplaires dans Noanan, ce qui représente presque 20% du trésor, 6 exemplaires dans le trésor des Combrailles, ce qui représente presque 16%, et puis le trésor de Rodez, qui est aussi un petit peu proche, ça, il y en a un sur les 9 monnaies, Saint-Pierre-des-Étieux, c'est un petit pourcentage aussi, mais les deux trésors les plus proches sont ceux aussi qui ont des liaisons de points et qui ont le plus de deniers de ce type-là. Et là, je vais tenter quelque chose avec vous. C'est un lien Internet qui va ouvrir normalement la carte de répartition de ces types-là. Si on prend la carte de répartition globale de ces types, au VI ou 7, ça va de Göttingfort, donc à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, à Nissigné, en passant par l'Angleterre. Il y en a eu un trouvé à Kinburn, à Norwell. On en a un ici qui a été trouvé. Bon, je ne réussis pas à retrouver, mais les trésors sont en bleu, on en retrouve dans les trésors, et on a des trouvailles isolées. On a 72 trouvailles isolées dont on a la provenance. Donc, on a pu commencer à faire une carte qui permettait. Bon, au 19e, on avait pensé que c'était les frisons. Oui, mais si on regarde la répartition en frise, pardon, j'étais un peu vite. Si on va en frise, il y a des trouvailles. La détection est permise en frise. Il y a des trouvailles, mais pas tant que ça. En revanche, si on regarde la région de la vallée du Rhône, ici, on a une concentration beaucoup plus importante. Philippe, on ne voit pas la carte. Vous ne voyez pas la carte? Non. On n'a que le tableau. Vous n'avez que le tableau. Alors, à ce moment-là, je vais m'en sortir autrement. Alors. Est-ce que, alors, si vous ne voyez pas la carte, j'avais prévu le coup. Bon, excusez-moi, j'ai rouvert la carte. Voilà. Donc, j'avais prévu le coup. Je vous l'avais mis sous forme. Là, vous voyez la carte? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Donc, cette carte, je l'avais en dynamique tout à l'heure sur Google. Elle permet de voir une répartition donc de la Saxe à l'Angleterre, de Göttingfort. Là, vous voyez la flèche? Oui. Oui. Donc, de Göttingfort à Nissigné. Et on a une concentration ici dans la frise, mais la détection étant permise, on en a un certain nombre qui ont été trouvés, mais pas très importants. On en a moins d'une dizaine. Et en revanche, si on regarde la concentration, heureusement que j'avais prévu de vous imprimer, de mettre la photo. Vous avez ici Noanan, ici vous avez
normalement vous devriez le voir, mais vous ne le voyez pas, le trésor des Combrailles, qui est juste à côté de Clermont-Ferrand, de Nohant, et puis une concentration ici dans cette région-là. Il n'y a aucun exemplaire trouvé dans les Bouches-du-Rhône, ce qui pour une monnaie de Marseille pose problème. Il y en a effectivement de nombreuses qui sont dans le trésor de Nissigné, mais on a quelques exemples de trouvailles dans le sud quand même, et une concentration de ces trouvailles isolées, toutes sont des trouvailles isolées ici, autour de Grenoble et de Valence. Donc l'origine probable de ce type au 7 est la vallée du Rhône, aux alentours de Valence. Alors, est-ce qu'il faut comprendre le VI comme Vienne? Est-ce que c'est autre chose? Valence, qui serait... Mais il n'y a pas de A, il n'y a quasiment jamais de A. Donc, effectivement, une origine probable dans cette région, avec des trouvailles à Nissigné, des trouvailles à Nohant, des trouvailles dans les Combrailles, et une réattribution qui avait déjà été évoquée par Obdenwälder, qui s'étonnait du nombre de ce type de deniers dans le trésor de Nohant. Le trésor des Combrailles ne fait que confirmer que on a là anormalement des monnaies dans le Massif central, et comme le trésor des Combrailles a été alimenté par la vallée du Rhône, ça ne fait que confirmer une origine probable de la vallée du Rhône de ce type-là. Pour ce qui est de l'attribution à un atelier précis, c'est plus compliqué. Quelques monnaies quand même locales, et je voulais que Marc puisse se faire plaisir en revoyant ces magnifiques deniers de Limoges, des deniers au ER qui ont été attribués à Limoges par Jean Laforie. Les trouvailles semblent confirmer son intuition. Il y en a très peu qui sont avec des légendes très claires. Ici, vous voyez qu'on a un monétaire qui est connu par d'autres monnaies, T-O-D-O-A, bon, autour de la croix. Un ER, mais il est difficile d'affirmer qu'il y a une légende autour, mais il y a probablement au moins quelques lettres ici, mais est-ce qu'il y en a tout autour? Un autre denier qui pose problème pour Limoges, avec un grand monogramme central, qui pourrait être martialiste, mais ce n'est pas du tout certain. On a ici un grand M, bien lisible. On a un grand E ici, mais on en a un deuxième ici de E, à moins qu'il ne s'agisse d'un C. On a un R ici, et puis le R, s'il a été continué jusque-là, c'est pour faire un N, et puis on a le S ici. Donc des lettres qui sont liées, dont on ne sait même pas le nom, s'ils sont présentes ou pas. Une légende qui, ratio ecclésié, donc permet de l'attribuer à une autorité religieuse, mais sans être certain de l'autorité religieuse, d'autant plus qu'au revers, c'est le monétaire, Scobioliomon, qui est, alors là, heureusement, on en connaît d'autres de même point, qui permettent de compléter la légende autour d'une croix ancrée. Donc là, encore un denier qui est attribuable à Limoges, mais d'un type connu. Ici, un grand denier de Limoges, qui lui est inédit, par le monétaire, qui est ici, donc hors champ. On a bien une croix avec une petite croisette, la croisette initiale de la légende, et puis peut-être une, deux, trois lettres, peut-être quatre, et probablement NO, donc un nom monétaire très court par rapport à ce qu'on a habituellement, et puis là, un ER qui prend la totalité du champ de la monnaie, probablement pas de légende autour, mais c'est même pas certain. Il pourrait y avoir, comme sur les deniers de Rennes que je montrais tout à l'heure, une légende qui n'est jamais dans le champ de la monnaie, et qui pourtant apparaît avec quelques bases de lettres par-ci par-là. Quand on a assez de monnaie, ça permet de le voir. Et puis, des deniers d'un autre atelier local, Clermont-Ferrand. Alors, Clermont-Ferrand, ce type de denier était quasiment inédit. Il y en avait un exemplaire dans Saint-Pierre-les-Étieux, mais non pas en rétrograde. C'est-à-dire que vous n'aviez pas la légende ARCV rétrograde, mais ARCV. Donc là, on est bien avec Clermont-Ferrand, ARCV, mais en rétrograde, et un buste qui était tourné vers la gauche, donc celui-ci a été gravé dans l'autre sens, avec un très bel œil de face. Dominique Collard devrait apprécier la représentation de ce grand œil, d'un buste qui est de côté, mais avec un œil de face. On a le nez ici, les lèvres, un gros menton, une oreille sous forme de C, les cheveux ici, et un buste sous forme de W inversé ici. Bon. Donc, on a un type, et la main levée ici en bénédiction. Donc, peut-être
quelque chose qui est ecclésiastique. La légende semble confirmer avec la croisette initiale, le S, le C rétrograde, le O. La légende peut être complétée par le deuxième exemplaire qui est dans le trésor des Combrailles, le A, le I, le U, et puis peut-être des W, à moins qu'il ne s'agisse des cheveux. Bon. Donc, on a 2 deniers à ce type-là, alors qu'on n'en connaissait qu'un dans Saint-Pierre-les-Étieux. En plus, ces 2 deniers, ils ont la particularité d'être particulièrement lourds. 1,49 grammes, 1,46 grammes, tout comme celui de Saint-Pierre-les-Étieux qui fait 1,45 grammes. Alors, un troisième exemplaire qui n'est pas rétrograde, qui est donc du type de Saint-Pierre-les-Étieux, est apparu sur le marché chez CGB. Il est un petit peu plus léger, il fait 1,35 g si je me souviens bien, et 12-13 mm aussi. 13 mm. Et une autre particularité de ces deniers, donc 3 sur 4 qui sont particulièrement lourds et le 4e qui est aussi lourd, c'est leur diamètre, 14 mm. Alors celui-ci ne fait que 12, mais celui de Saint-Pierre-les-Étieux, d'après la gravure, ferait 14 mm. Donc lourd, de grand diamètre, ça fait immédiatement penser à la série qu'on appelle les grands deniers. Grands deniers qui sont les séries inaugurales des deniers mérovingiens, c'est-à-dire ceux des années 670-680. Pour Tours, ils sont parfaitement datables 670-675 parce qu'on a Childéric qui frappe et donc on est avec des frappes royales pour Tours où on contrôle l'atelier de Tours qu'à ce moment-là. Et dans le cas de Tours, on est vraiment avec un cas particulier avec 16-17 mm. Vous imaginez, la plupart des deniers font 11-12 mm. On est avec un denier beaucoup plus grand et beaucoup plus fin puisqu'ils sont au poids. Poids lourd, mais au poids tout de même. Donc, on est avec des grands deniers qui tranchent par rapport à ce qui a existé après les deniers de petit diamètre, 11-12 mm, et qui tranchent par rapport aux trémissès. Et c'est ça l'idée. C'est que ces monnaies, qui sont des monnaies d'argent, ne soient pas dorées et ne soient pas mises en circulation, alors qu'il y a encore des trémissès d'or pâle pour une valeur 12 fois supérieure, celle de l'or par rapport à l'argent, et pour des trémissès d'argent. Donc, pour les singulariser, pour bien montrer qu'on est avec des frappes nouvelles d'argent pur, dans le cas de Tours, c'est de l'argent pur, c'est les seuls qui ont été analysés, on est quand même à des 99, 99,9 hein, dans certaines séries. Donc, on est avec de l'argent pur, mais pur au-delà du raisonnable et du rentable. On est avec des séries de prestige, inauguratives, qui sont faites pour impressionner par leur diamètre et par leur pureté d'argent. La plupart des deniers d'argent sont à 93%, deniers mérovingiens. Ces séries à 99,9%. Il a fallu dépenser une quantité de bois, il a fallu qu'une partie de l'argent, qu'une partie du plomb soit évaporée pour arriver à cette possibilité-là. Donc, c'est pas, techniquement, c'est possible, mais c'est pas rentable. C'est d'ailleurs pour ça que l'argent le roi du Moyen-Âge est plutôt à 93%. Parce que c'est le moment où la rentabilité et la pureté quasiment totale sont, avec une logique économique, rentables. Donc, on est là avec des grands deniers, là encore. Donc, on connaissait les grands deniers de 16-17 mm de Tours, qui sont vraiment, maintenant, on en connaît une petite quinzaine, hein, c'est pas aucun au trésor. Ces monnaies sont facilement identifiables, elles sont à plus haute teneur d'argent que les autres deniers, ils ont été refondus pour récupérer le métal et passer à 93%. On a une série inaugurale aussi pour Reims, qui est facilement identifiable par la tête casquée, puisqu'on a le trémissès à la tête casquée de Reims et on a le denier à la tête casquée de Reims, mais le revers est différent, ce qui permet de les distinguer. Et les deniers de Reims sont quand même un peu plus grands. Ils sont à 13-14 mm, ils ne sont pas à 11-12 mm. Ces premières séries de deniers de Reims sont plus larges. Et puis, on a ces séries maintenant de Clermont-Ferrand. Donc, un certain nombre d'ateliers ont choisi un diamètre plus grand pour les premiers deniers, pour les distinguer des trémissès. On verra qu'il y a un buste de face aussi qui était connu. Et puis, on a quelques séries par-ci par-là, contrairement à Orléans, qui, lui, a choisi de mettre carrément le mot dinario sur les monnaies pour bien dire que c'était des deniers d'argent et que si on avait des deniers d'argent qui étaient en doré, il ne fallait pas les prendre pour l'or. Un autre denier inédit, celui-ci, qui est probablement attribuable à l'Aquitaine, donc avec un grand A ici, qui pourrait être le A d'Aquitania, qu'on trouve dans d'autres régions aussi, mais quand même beaucoup en Poitou. Et puis, si vous remarquez, ici, vous avez deux A qui sont dans le motif central. Hein. Ils sont en accotement ou en accostement de la A croisée. Hein. Vous avez un point, un G, un point, un I, un point,
un U ou un L, et puis une légende qui continue au-delà des A. Hein. Les deux A font certainement partie du motif central. Un type inédit avec ce buste, mais une légende qui est tréflée. On voit bien ici le T qui est tréflé. On voit bien ici l'annelais pointé qui est tréflé. Donc, un type qui est tréflé, qui est mal lisible, dont on voit que quelques lettres, et un type inédit que nous avons attribué à l'Aquitaine à cause du grand A. Ils sont quand même assez nombreux, mais sans possibilité de lire la totalité de la légende. Il y a beaucoup de ces deniers qui sont flancs et quand la monnaie est inédite, c'est difficile. Alors, encore un denier qui est parfaitement lisible et parfaitement inattribuable. Alors, pourquoi? Parce qu'il semble anépigraphique de ce côté-ci. On ne peut pas exclure qu'il y ait une légende au-delà du Grenti, mais ça serait comme les deniers de Rennes de tout à l'heure. Là, il n'y a même pas la base des légendes. On a vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment qu'un buste radié, la radiature ici, le petit ruban du diadème, l'œil, le nez, la bouche, le menton, un cou, un buste, quelque chose qui est bien fait avec une petite croisette devant. Et puis, au revers, un motif assez géométrique, une croix sur un espèce de dôme avec 4 globules, quelque chose de géométrique, mais surtout une très belle légende. Une très belle légende, mais comment doit-on la lire? Est-ce qu'on doit la lire V-E-T, et ici ça sera la base d'un I, S couché C-I, et donc une civitas vetis? Mais le problème, c'est que des cités qui s'appellent Vétis, on n'en connaît pas. Alors, j'ai bien trouvé une petite cité au fin fond de la Roumanie, mais il y a bien peu de chances qu'elle ait frappé monnaie à l'époque mérovingienne et des deniers mérovingiens. Donc, deux cités Vétis, on n'en a pas trouvé, nous n'en avons pas trouvé. Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à nous proposer des solutions. On est preneur. Il y a bien un vicus Vétis au fin fond de la Bretagne, mais là, on est avec une cité, on n'est pas avec un vicus. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas croire qu'ici, on a une croisette dont la barre transversale serait en champ, et S-C-I, Vête, un sanctuaire de Vête, mais oui, mais il n'y a pas de Saint-Vête, on n'en a pas trouvé en tout cas. Donc là encore, une légende parfaitement lisible, très belle, d'un denier totalement inédit, d'un type totalement inédit, mais qu'on va classer en indéterminé, on est désolé. Maintenant, si vous avez un saint local que vous connaissez qui commence par VET, nous sommes preneurs tout à fait. Et s'il y a un sanctuaire mérovingien, alors là, on est vraiment prêt à lui attribuer ce type de monnaie. Donc, un exemple de ces inédits qui appellent peut-être d'autres monnaies à être signalées. Et puis, un denier ici très particulier. Très particulier parce que vous n'avez pas une croix, mais vous avez un motif, ni des lettres, vous avez un motif hors vert, sur lequel je vais revenir. Au droit, un buste de face, les deux yeux, le nez, la bouche, les cheveux, quelque chose au-dessus de la tête qui est surmonté d'une croix ou de peut-être 2 croix, peut-être même 3 croix, et une légende, je ne manque pas d'imagination, Marc Parveri, je ne doute pas de son imagination, Denvelde aussi, avec une légende peut-être U, peut-être R, peut-être U, peut-être L, un coup, peut-être un T inversé, assurément un E, c'est la seule lettre qui est peut-être sûre, mais ici, est-ce qu'il faut voir un B, un H, un N, un autre E, et puis une base de lettres qui peut être un O, un U, ou un C couché, ou bien d'autres choses. Donc, on a ici un buste de face avec une légende qui, malheureusement, ça aurait été facile, mais là, ça ne marche même pas. Le B n'est pas au bon endroit. Donc, un buste, mais qui n'est pas attribuable. Et au revers, on a un petit personnage avec l'œil, le nez, le visage, le cou, le torse, les deux jambes, un bras levé qui tient quelque chose, un autre bras levé qui tient. Alors, est-ce que c'est le doigt qui continue et qui tient ce grain du Grenti comme une pomme des Hespérides du bout des doigts, ou est-ce que la main finit ici et le Grenti, par des petites cassures, donne l'impression que les doigts continuent? Ça, c'est difficile à affirmer. Et puis, un personnage debout qui est radié, avec ici le petit ruban du diadème, radié, et puis une légende qui commence bien par la croisette. Ça, heureusement, la croisette, on l'a souvent. Et puis ici, un gamma. Mais est-ce que c'est un... Pardon. Un gamma, mais est-ce que c'est un L, un U, une autre lettre qui serait mal faite,
un I, un X, un U, peut-être, ou la base d'une autre lettre, quelque chose, une légende, et puis peut-être C, un C carré, I et A, bon, et probablement un nouveau, un gamma, qui peut être un C ou un T couché aussi. On a souvent les T sous forme de F ou de T, ou de gamma. Donc, une légende qui, là aussi, ne permet pas une attribution. En plus, ce denier a la particularité, je l'ai mis en rouge, d'être relativement lourd, à 26 grammes, mais surtout de grand diamètre, 14 mm. Or, on n'a pas une partie de la légende ici. Donc, le coin prévoyait bien un grand diamètre. On est là encore avec un grand denier. Alors, il y a deux autres grands deniers au buste de face connus qui sont probablement attribuables à la région de Blois par les trouvailles, mais qui n'ont pas du tout, qui ont une croix au revers très classique et qui ne correspondent pas du tout à ça. Donc là, on est avec un type inédit dont on peut se demander l'inspiration, parce qu'on a quand même un peu de motifs qui sont originaux. Pour ce qui est du droit, je crois que l'inspiration ne doit pas être à chercher très loin, mais doit être à chercher dans le monnayage byzantin, où les bustes de face à l'époque peuvent même être sur les deux faces, droit et revers, avec toujours ce petit motif surmonté d'une croix, qui est la couronne, qu'on pourrait bien retrouver ici. Bon, donc certainement un buste byzantin de face, imité des monnayages d'or contemporains. En revanche, le petit personnage du revers, on peut se demander si ceci, ce sont des ailes d'une victoire. Ça serait tellement facile. Il y a beaucoup de trémissès à la victoire. Le problème, c'est que les trémissès à la victoire cessent d'être frappés par les Byzantins un siècle avant la création du denier mérovingien. Les Byzantins cessent dans les années 580 les frappes de trémissès donc à la victoire et passent avec une croix après, mais croix sur globule, sur degré, sur globe, mais il n'y a plus de personnages. Alors, il y a bien quelques trémissès lombards qui sont frappés jusqu'aux années 630, mais pour atteindre les années 680, de toute façon, on est avec un monnayage beaucoup plus ancien, d'un demi-siècle ou d'un siècle, si on se base sur les monnayages d'or de Méditerranée. En revanche, et j'espère que les antiquisants m'excuseront, vous avez ici un Sol Invicto Comiti dont j'ai, avec l'effet miroir, inversé le motif. Sol Invicto Comiti. C'est-à-dire que là, vous auriez le coin, mais si vous gravez votre coin en imitant en positif le Sol Invicto, vous allez obtenir ceci en coin et donc obtenir ceci en denier. Et là, vous commencez à avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus. Vous retrouvez bien la couronne radiée, la position de la main qui là, les doigts sont quasiment, la main est quasiment représentée de la même manière, ce léger déhanché qui manque quand même ici, c'est pas un graveur romain, mais on retrouve bien l'espèce de globe, et puis le drapé. Bon. Donc je pense que le prototype n'est pas byzantin pour cette monnaie, pour ce denier, est un prototype romain qui est probablement un petit bronze de Constantin, au Sol Invicto Comiti, au sol, et qui a été repris en positif. On a gravé le coin en positif tel qu'on voyait la monnaie romaine, et donc lorsqu'on frappe, on inverse sur les deniers. Ce n'est pas le seul exemple de bronze de Constantin qui a été repris. Au Mans, on a des deniers avec deux personnages qui tiennent un étendard entre les deux, et donc on a effectivement souvent des choses qui peuvent être reprises sur des types très anciens. Et là, on est dans les années 300, 330 et repris dans les années 680 comme motif. Une face est reprise au monnayage contemporain byzantin et une face est reprise à un monnayage très antérieur de plus de 1500, de 400 ans. Si je veux conclure, alors je ne sais pas quelle heure il est, je regarde si je tiens à peu près le programme, donc sur ce trésor des Combrailles, on estime son dépôt vers 730, donc il est tout à fait aux mêmes dates que celle des autres trésors, et ça c'est un des problèmes de la numismatique mérovingienne, quasiment la totalité des trésors sont datés des années 730-740, quelques-uns un peu plus tôt, quelques-uns un peu plus tard, mais on l'a retrouvé par la liaison des types qui sont les mêmes dans le trésor de Bay et dans le trésor des Combrailles, des liaisons de points carrément avec les deux trésors les plus proches, le trésor de Noanan et le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux. Et dans le cas
de ce trésor, on a des Sheata des années 720-730, ce qui nous permet de le caler et par rapport aux Sheata et par rapport aux autres trésors, vraiment des années 730. Une des particularités de ce trésor, c'est quand même la très faible part de monnaie issue des ateliers proches. Moins de 16% si on parle de Bourges, l'exemplaire de Limoges et de Clermont-Ferrand, même si les monnaies de Clermont-Ferrand et de Limoges sont inédites, mais elles sont très peu nombreuses. Et ça, c'est une particularité parce que c'est plutôt la tendance inverse qu'on a dans les trésors de deniers mérovingiens, c'est des trésors qui sont exclusivement locaux. C'est le code Savonnières, c'est le trésor de Barbuise, même le trésor de Baie a beaucoup de monnaie de Rennes plus que les autres, même le trésor de Plassac a les rares deniers de Bordeaux qui sont connus. Donc, on a effectivement une particularité de ces monnaies et on a vraiment deux lots, j'en ai parlé tout à l'heure, deux lots qui sont datables très différemment, des deniers très lourds, 49 grammes pour un des deniers, des grands deniers qui sont probablement des années 680, ont été conservés parce qu'ils étaient lourds, même s'ils étaient un peu particuliers. Donc une partie de ce trésor qui est un trésor de thésaurisation de deniers sur plusieurs décennies, et puis en même temps des Sheata des années 720-730 qui sont beaucoup plus récents, qui sont un peu plus légères, mais on les a quand même choisis. Hein. C'est quand même pas des Sheata très légers comme on peut trouver à Dombourg, mais à Dombourg, elles sont oxydées par la mer. Donc, on a aussi une autre particularité sur ce principe, c'est qu'on n'a que des deniers légers ou que des Sheata légers. Mais là, on les a choisis particulièrement lourds. Donc, c'est un trésor de thésaurisation ancien qui a été abondé d'apports dans les années 720-730 de Sheata et plutôt de deniers qui venaient de la vallée du Rhône, donc plutôt un apport par l'Est. Et donc, deux lots qui se retrouvent dans ce trésor. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est une des premières fois qu'on pouvait le distinguer pour un trésor de deniers mérovingiens. Et on peut se demander quelles ont été les circonstances de cache de ce trésor. Les années 730, on pense tout de suite à Charles Martel, aux grandes chevauchées de Charles Martel et les ravages qu'il a pu faire à l'est des Combrailles en Provence lors de la conquête de la Provence, à l'ouest en Aquitaine lors de la conquête, une des conquêtes de l'Aquitaine, parce qu'il a fallu y revenir à l'époque carolingienne, au nord, mais là ça ne concerne plus les Combrailles en Frise, à conquérir le royaume frison. Donc une reconquête, un élargissement du royaume des Francs sous Charles Martel, qui a créé une instabilité, mais aucun événement particulier ne peut être mis en rapport avec ce trésor, sinon peut-être la peur que la guerre proche ou dont on entend parler à côté ait été importée dans les Combrailles à cette proximité. Donc, on peut imaginer un trésor qui a été caché pour des raisons militaires, mais pas une raison en particulier militaire. J'ai un petit peu de temps. Est-ce que le président m'autorise à montrer très rapidement les autres deniers et Sheata du trésor? Oh bah oui, volontiers, volontiers. Bon, donc l'autre denier de Rouen, qui lui est un type classique, un buste de face et puis cette fameuse fleur à 6 pétales. Je vous ai montré l'inédit de 8 pétales tout à l'heure. Un denier de sens, là quand même, tu as bien fait de dire oui, hein, que nous avons utilisé, qui est d'un type connu, avec un monogramme autour d'un L, probablement G. Un denier, un des trois autres deniers de Paris, donc qui est d'un autre type, qui est proche de type de baie. L'autre denier qui est de même coin de droit et de coin de revers que le denier que je vous ai montré des Combrailles et de Moinan. L'autre type de denier de Paris à la croix, qui est encore un peu particulier parce que vous avez cet annelé. Alors, on a trouvé un certain nombre de liaisons de coins de ce denier avec des monnaies à travers toute la Gaule. Donc, mais celui-ci est particulièrement beau. Un denier, c'est le seul qui soit du royaume d'Austrasie de Metz, vous aviez remarqué, et un ME qui n'est pas non plus le plus classique, puisque c'est un M qui est sous forme de N. Bon, mais c'est un type qui est connu, qui existe. Un type de Chalon-sur-Saône avec la croix ainsi, alors peut-être un chrisme, et puis Kabilono, en cantonnement de la croix de revers. Le deuxième denier de Lyon, où là, le lug n'est pas rétrograde, et là, on voit bien le E, P, S, et on voit bien que c'est le G, qui a la particularité d'être accroché à la croix, alors que le S ne l'est pas toujours. Il l'était sur l'autre, mais
On avait fait 2G pratiquement plutôt que 2S, mais là on voit bien le EPS de Lugdunum. Le denier de Bourges avec la croix classique formée de 5 globules. On a vu celui inédit à 6 globules, très particulier avec cet hexalobe qui l'entoure. Un denier incertain qui est aussi inédit, même si on en connaît 3 exemplaires, mais sans autre. Non, il y en a un exemplaire dont on a la provenance qui est plus chère et le troisième a été vendu par Jorelson. Et ce type a la particularité que l'animal est tourné vers la droite avec la tête retournée vers la gauche. Alors je pense que c'est un animal avec les pattes très stylisées. On m'a fait la remarque que ça pouvait être une crosse accrochée à un C aussi. Il a toujours été décrit comme un quadrupède, même s'il n'a que 2 pattes. Et de toute façon, tous les autres sont dans l'autre sens, avec la crosse ou la tête à gauche tournée vers la droite. Et les 3 deniers qui sont à ce type-là, dont celui des Combrailles, sont de même coin de droit et de même coin de revers. Donc certainement une erreur de gravure en miroir. Un denier anglais de la région de la Tamise, le fameux denier Chiata plutôt, qui est parfois vendu par certains marchands indélicats comme un denier d'Auxerre. Non, c'est un Chiata anglais assez classique avec la croix, avec des croix, avec des petits annelés au bout de la croix, des annelés ou des points, 4 annelés au bout de la croix et des annelés ou des globules en cotonnement sur des degrés. C'est une croix byzantine imitée. Les fameux Chiata du sud de l'Angleterre avec l'épa donc en runique et le carré creux de perle qui était imité à Rennes et des motifs et des lettres qui sont très nombreuses. Il y a plusieurs centaines de variétés. C'est celle que j'appelle la Titi. C'est mon côté gros minet. Donc effectivement, qui permet de l'identifier immédiatement, qui est un type assez courant, qui est daté donc des années 705-750. Mal daté pour celui-ci. Je vous parlais des datations, celui-ci est le type le plus ancien des Chiata, mais par contre, on a des Chiata ici de frise, runiques aussi, avec le EPA ici, et une pseudo-légende, très souvent sous forme ici de lignes en zigzag. Un autre type, frison de EPA, donc du nord des Pays-Bas. Un autre type, frison EPA du nord des Pays-Bas, avec toujours cette pseudo-légende. Un type des Pays-Bas aussi, et un type qui est donc le plus tardif, qui est celui au porc-épic, qui est imité à Rennes, donc on peut supposer qu'ils sont probablement contemporains, et vous avez le nez, la bouche, bien évidemment tout le monde avait immédiatement imaginé les 2 lèvres et le nez, le visage sous forme de demi-lune, de cercle et de traits, et puis les pics du porc-épic. Certains sont avec une espèce de patte ici et sont appelés à la sauterelle, mais on est en fait avec un buste extrêmement stylisé et au revers un carré de perles avec effectivement un motif. Ici vous avez qu'est-ce que j'ai mis, peut-être un U, un deuxième U, un X et un T autour d'un annelet, et là vous avez des quantités de variantes, et ce type-là commence dans les années 720 et plutôt des premiers. Et donc, on est plutôt dans les années 720-730, surtout que les Chiata autres sont plus anciennes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, tu m'entends? Oui, parfaitement. Voilà, donc j'ai essayé de tenir l'heure et quart qu'on m'avait dit. Je ne sais pas s'il y a des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, il n'y a pas de question. Oh. Ah bah, je regrettais de ne pas pouvoir aller boire une bière avec vous, mais je vais avoir le temps d'aller la boire après la conférence alors. Je ne sais pas si Marc veut prendre la parole pour. Non, pas particulièrement. Non. Tu as une question dans le chat, Philippe. Alors, j'ai une question dans le chat. Alors, la conversation, c'est ça. Alors, une fouille archéologique était envisagée pour préciser le contexte archéologique de cette rivière. Nous n'en savons rien. Mais a priori, non. Comme on est en propriété privée et donc qui maintenant est mis en culture alors qu'elle était boisée, c'est difficile. Non, c'est pas prévu.
Juste une précision, Philippe, pour le denier avec SCI et VET. Il y a quand même quelques saints qui peuvent se rapprocher. Je pense notamment à Saint-Vite, euh, où il y a plusieurs villages en France qui portent ce nom avec différentes orthographes. Il y a Ben, j'ai aussi. pas retrouvé d'orthographe B-E-T, parce que là, le E est très clairement. Je suis d'accord, hein, ce serait Ah le oui, plus proche. Et alors, quand on cherche Vétis sur Internet, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de choses sur les vêtements, en imaginant que vous avez fait une faute de frappe. Donc, il faut vraiment chercher avec les images. Mais c'est vrai que là, oui, il y a des possibilités, mais ça voudrait dire que la légende est fautive sur une lettre, oui. alors qu'elle semble bien gravée. Mais je suis d'accord avec toi que c'est certainement quelque chose comme ça, une variante régionale, un orthographe phonétique un peu différent d'un endroit, et qu'on est avec un saint qui se nomme comme ça localement. Mais on est quand même dans une civitas. Alors, sauf si c'est SCI, ça c'est un monastère. Mais il faudrait que ça soit un monastère suffisamment important. On est avec un sanctuaire. Donc, on est forcément avec une autorité religieuse relativement forte, une abbaye, une nécropole. C'est pas la petite église du village qui va frapper son denier, hein. Ah oui, À bah l'époque, c'est plus le cas. Pour les chata, pour les trémissès, parfois on a des frappes dans des, je pense à Sonnet par exemple, on va voir qui doit faire 200 habitants, qui a un gros atelier de l'or, mais il n'y a pas de denier, hein. Les deniers, c'est vraiment très concentré dans des autorités. Il y a une reprise en main par les différents maires des palais, pas seulement Charles Martel, du pouvoir, et une concentration dans les cités, dans les monastères, dans les évêchés. Et j'avais publié, ben non, elle est sous presse, une monnaie d'Orléans, où on précise dans la ville d'Orléans, dans la cité d'Orléans. Et c'est la cité d'Orléans dans la cité d'Orléans. Et on le précise sur la monnaie. C'est vraiment le civitas, ça peut être le comté, comme ça peut être la cité, mais très souvent, c'est la cité-cité, la ville elle-même. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'on a exclu, on n'a rien exclu, parce que on n'a pas trouvé la solution, mais si quelqu'un trouve un sanctuaire mérovingien qui aurait frappé, Saint-Mexan a frappé de nombreux deniers, hein. C'est pas, mais c'est l'abbaye. Et puis on est dans la zone de Mel, donc l'abondance de l'argent est peut-être plus importante. Puis quand je dis nombre de deniers, on en connaît peut-être 10 ou 20, c'est pas non plus un atelier, c'est pas Mel. Oui, bah oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est des pistes qui sont difficiles à creuser parce que les noms ont pu changer. On n'a pas forcément les listes, justement. Mais bon, il faut quand même viser sur quelque chose, comme tu dis, d'assez important. Mais ça, généralement, on a quand même des traces, quoi. Donc, grosse question. Il Donc reste c'est à. probablement plutôt un sanctuaire qu'une cité, même si l'apparence pourrait être trompeuse, parce que la rupture de la légende est quand même avant le Vête. Donc, mais on a des contre-exemples pour Saint-Martin-de-Tours où le ratio SC est d'un côté et Martinique de l'autre. Donc, de l'autre côté de la monnaie. C'est-à-dire que la légende de droit se continue sur le revers. Mais on est dans l'exception de l'exception. Mais comme je le dis souvent, sur le monnayage mérovingien d'argent, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. S'il n'y a pas, tout est possible. Euh, juste Vas-y, une petite Inès. question. Justement, ce Veti Sancti ou Sancti Veti, tu le situes où en fait? Dans quel C'est un grosso motif modo? géométrique. C'est un motif géométrique. Ouais. Donc, le situer me semblerait dangereux. Des Mhm. trois points comme ça et des motifs comme ça, on en trouve dans le Poitou. On en trouve dans le Mhm. nord de l'Aquitaine, dans la zone de Mel. Donc, euh, si je devais vraiment l'attribuer, je dirais plutôt le Poitou. Mais on me prête Mhm. corrige, il y a tellement de monnaies du Poitou qu'on finit par tout leur attribuer. Mais là, ça me semble impossible parce que c'est un motif géométrique. Ouais. Il n'y a Mais pas de. ouais, plutôt Aquitaine quand même, grosse. Enfin, Oui, mais le buste n'est pas tellement aquitain non plus. Ça pourrait d'accord. être dans le nord. Je Mhm. sais qu'il y a eu des comparaisons par rapport au Trémissès de Kentovic, mais Mhm. où on est sur une croix qui est posée sur un tripode. Mais c'est pas. On est Mhm. quand même bien avant pour Kentovic. D'accord. Mais ça ne Et serait pas à exclure non plus. mhm.
Et j'avais une question sur le tout premier denier que tu as montré de Rouen, si je ne me Alors, trompe. on l'attribue à la région rouennaise. Hop, 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 hop. Donc, il faut que je le fasse comme ça. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, tant pis. C'était celui-là, oui. Ouais, et voilà. Oui. Est-ce qu'il est possible de lire Vicus ou c'est moi qui vois des choses? Moi, Tu je vois verrais V. Vicus ici. Ouais. Oui, moi, je vois V. V, I, C. C couché sur I, S. Mhm. Et ensuite, ça pourrait être un T qui est à la fois peut-être dans le dessin du buste, mais Oui, oui. moi, je vois Vicus. C'est pas impossible que les points ou ceci, ça soit le U mal. Alors, est-ce qu'ils Le continuent I, ici et je dirais le ici? I. I, C, U, S, Pas vicus. forcément pas forcément de deuxième UV, mais VICS. Oui. VICS. Oui, ça pourrait être Le vicus, tout T à fait. couché, ouais. C'est pas le VICS, c'est comme ça qu'on l'a lu nous, Mm. plus un T. Mais oui, ça pourrait, tout à fait, ça pourrait être un Et vicus. après, un T, T quelque chose, mais Donc un vicus dans la région de Rouen qui commencerait par T, et là ça commence à devenir une enquête un peu moins improbable à trouver. à voir. Ouais. Mais il y aura beaucoup de ces monnaies qui seront reprises parce que si on a un denier avec la tête casquée qui complète la légende, Ouais. on a un certain nombre de compléments de légende sur des deniers non identifiés. Celui du Poitou, par exemple, alors, celui qui pourrait être une crosse accostée d'un C ou un animal quadrupède. On en avait déjà discuté ensemble, c'est pour ça que je me souvenais de ta possibilité. Effectivement, la carte, on en trouve quand même beaucoup en Poitou. Donc là, j'ai quand même tendance à penser que c'est une frappe du nord de l'Aquitaine ou du sud de la Neustrie. D'accord. Et sinon, j'ai bien aimé la comparaison avec la monnaie ou les monnaies Sol Invictus, parce qu'en fait, j'avais fait une présentation à Saint-Flour, en fait, des monnaies d'Auvergne des temps mérovingiens, à la suite de l'exposition. Et en fait, il y a un type caractéristique en fait qu'on trouve sur certaines monnaies d'Auvergne et qui est assez spécifique et qui est un personnage qui tient une lance. Et alors, on peut l'interpréter très, très différemment, mais il me semblait aussi qu'il pouvait y avoir un modèle romain ou un modèle donc païen derrière ce motif auvergnat assez récurrent et qu'on peine à interpréter. Alors, moi, je suis persuadé qu'ils ont pris, dans certains cas, de belles monnaies qu'ils connaissaient. Hein. Une belle monnaie de Constantin, c'est en bel état, c'est un flanc large, c'est très joli, et que ça a impressionné, qu'on a voulu faire quelque chose qui ressemblait. Sauf qu'on a fait le coin en positif par rapport à la monnaie, et donc la monnaie est inversée. Mais ça, c'est assez classique. Je pense à la série du Mans, là où tu as toute une série avec deux petits personnages avec un étendard au centre, qui a une reprise aussi de Constantin. Mais alors, le nombre de Sheata qui reprennent, donc contemporains, qui reprennent des titres romains, il y en a quantité. Et, oui, il y a toujours en arrière-plan ce modèle, mais là, j'y voyais quelque chose de plus, pas juste que le modèle est joli, mais parce que on l'interprète, elle n'a pas nécessairement dans le sens d'origine, mais comme là, est-ce que ça a été perçu comme une représentation christique, par exemple, dans le cas du petit guerrier, je ne sais pas, mais enfin, j'avais émis plusieurs hypothèses, mais je ne sais pas trancher. Mais je là, sais qu'Anna c'est un Gannon a motif assez travaillé. solaire quand même. Comment? Anna Gannon a beaucoup travaillé sur la symbolique et la Ouais, reprise de la symbolique romaine. ouais, ouais. On Et a beaucoup là, de c'est un motifs motif. romains tardifs repris Ouais, sur les Sheata, par exemple, ou sur les deniers un peu ouais. moins couramment, parce que les deniers Mhm. sont plus casaniers. Et ce denier est particulièrement amusant parce que des personnages, on n'en a pas tant que ça sur les deniers de deniers.
On a Mais des je choses trouve, géométriques. oui, mais justement, on voit qu'il y a un modèle et je trouve le rapprochement tout à fait convaincant. Mais est-ce que le sol Invictus de la monnaie n'a pas été interprété comme un personnage christique, tout simplement? Tout à fait, tout à fait. Et puis on peut se demander si les doigts ici, qui sont beaucoup plus fins, ça peut être une cassure du coin, tiennent ici cette Un perle. Est-ce globule. un globule? Ou est-ce Mm. que c'est plus simplement ici le granty et puis les doigts qui finissent ici? Là, il y a, bon, voilà, je ne connais pas ces monnaies, je connais que les photos, mais là sur la photo, il y a bien une trace qui est ambiguë, même si je pense qu'il y a que la main avec 3 doigts. Et Mais on retrouve sur le modèle, on retrouve que la main va jusque dans la légende, en fait. tout Donc à on fait. a un peu le même effet. Donc je pense qu'il n'y a rien qui ne tient pas, mais l'effet est troublant, en tout Mm. cas, Mm. et qu'il y ait des réinterprétations. Et il y aurait beaucoup à dire sur le pentalpha de Touraine et du Poitou, parce que le Mm. type de denier mérovingien le plus courant, que je connais en centaines d'exemplaires, là on parle de 200 ou 300 exemplaires, avec un pentalpha à une époque chrétienne, ne peut être réinterprété comme une étoile, mais c'est quoi, comment qu'on la réinterprète? Est-ce que c'est la lumière divine? Est-ce que c'est le sceau de Salomon? Hein, c'est un pentalpha, hein, c'est pas un exalpha, mais on a des monnaies d'Éole, de l'abbaye d'Éole, avec un exalpha qu'ils appellent le sceau de Salomon, le sel de Salomon, mais les premières sont un pentalpha, les premières séries. Donc, il y a association pentalpha, exalpha. Par contre, dès les premiers carolingiens, c'est un type qui disparaît. Donc, est-ce que c'est pas un type qui était associé au duché d'Aquitaine, semi-indépendant, qu'on a immédiatement transformé et fait disparaître, et pas repris à l'époque de Pépin et de Charlemagne, alors qu'on a des types de Tours, de Chinon, on a des types bien datés par le trésor de Savonnières, et Charlemagne et Pépin le Bref changent complètement le type. Ils prennent l'autre côté, qui est un globule à l'intérieur d'un seclotaire, qui est probablement à l'époque, au début, même pas un globule dans un cercle de perles, mais tout simplement un portrait qui est tellement usé, un point qui est tellement usé que ça fait le globule, comme ce qu'on peut retrouver sur certaines monnaies gauloises, un globule avec le cercle de perles qui est refait facilement, mais un graveur qui manque de compétences pour refaire le buste et qui laisse une zone informe au milieu. Et ce gros globule, je pense qu'au départ, c'était un buste ou une tête qui a été tellement usé qu'on a fini par utiliser des coins avec uniquement des formes géométriques parce que les compétences des graveurs n'étaient pas suffisantes. Et là, on est plutôt au début des deniers mérovingiens. Et là, on est plutôt au milieu. Et puis là, on est à la fin. On est uniquement des formes géométriques, des O, des A, des N, des E, des R. De temps en temps, un petit monogramme, mais c'est que des courbes. Il n'y a pas de buste, il y a plus de. On est plutôt à la fin, là. Même si cette fin commence à certains ateliers plus tôt. Et les pentalpha, enfin, en tout cas le motif type sceau de Salomon, je suis pas sûre qu'il faille s'en tenir à un dessin, comment dire, à mon avis, ce qu'on peut appeler sceau de Salomon, pardon, le motif du même type, même s'il n'est pas exactement comme celui qu'on nomme Oui, oui. de C'est ce pour nom ça que je me suis aujourd'hui. toujours demandé si le pentalpha n'était pas une référence à l'Ancien Testament. Oui, et c'est Enfin, un le sceau de motif. Salomon, c'est référence à l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il est décrit dans la Oui, Bible d'ailleurs, j'aurais dû aller chercher ça. oui, mais c'est aussi un motif infini, en fait. C'est un motif. Oui, tout à Euh, fait. donc, on peut. On fait 5 points et à partir de là, on fait un seul trait et on fait l'examen à partir sans relever le trait. Tout à fait. Et dans certains cas, il me semble que ça a été un peu fait comme ça. Il me semble qu'on a fait les 5 points et puis qu'on a tracé les traits entre. Et tant pis si ça partait un peu court, il fallait rejoindre le point de départ, le point d'arrivée. D'accord. Ouais, je pense. Et ce type-là a été diversement interprété, mais sur 80 monnaies, on voit B, I, et sur 2 monnaies, on voit une barre de A, mais sur aucune, on a de M. Aucune. Donc, Mayence ou Marseille, ça pose vraiment problème.
Ouais. Même si après, Marseille fait MA avec 2S, il forme un motif assez similaire. Mais c'est plutôt Marseille qui repose. Bon, on pourrait peut-être intervenir un peu, non? Mais oui, vas-y. Donc, Philippe, bon, c'est pas mal, quoi. Mais si tu m'y autorises, ton référentiel d'origine est souvent assez ciblé, donc pour ne pas dire plus. Donc, aujourd'hui, on trouve énormément de cyathas continentaux, puisque, entre autres, dans les fouilles archéologiques, dans la région de Troyes notamment, énormément de choses qui ont été trouvées. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que dans certains cas, certaines de ces pièces sont authentiquement mérovingiennes au sens large, ou alors des imitations cyathas de monnaies du type du coin, quoi, puisque, bon, tu vois, par exemple, tes monnaies avec le 7, là, dans quelle proportion? Bon, pour l'instant, tu les trouves plutôt dans la région, notamment Lyon et compagnie, et puis le Clermont-Ferrand, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir chez les gens qui font de l'archéologie et sur le terrain s'il n'y a pas des choses qui sont trouvées et qui pourraient, disons, nuancer beaucoup ou pas du tout votre image, quoi, de cette histoire, parce que, et même y compris là, je vois par exemple ton cyathas là qui imite qui est imité à Rennes notamment. Il y a des choses quand même qui sont extrêmement proches. Alors, à tel point que tu l'as bien dit, qu'il y avait des gens pas très honnêtes qui pouvaient faire passer l'un pour l'autre, pour Sens notamment. Bon, et voilà, quoi. Donc, c'est des questions intéressantes quand même, hein, parce que là, pour l'instant, enfin bon, c'est pas mal, hein, c'est super intéressant tout ça. Alors, je vais te répondre. J'ai travaillé sur le sujet pour Rennes. En fait, là, je me base sur la carte des répartitions des trouvailles isolées. Quand tu en as 2 en Angleterre, 7 aux Pays-Bas et puis 70 en Gaule, voilà. 70 lieux de trouvailles différents. Hein. On est dans ces proportions-là. Dans quelle proportion ces trouvailles, on en connaît les conditions de trouvailles? Je vais, si tu veux que je sois assez clair, je vais l'être, il n'y a pas de problème. Non, Parce mais je crois qu'on a tous compris où tu voulais en venir. Mais là, c'est toutes ces informations. Ça veut pas dire qu'il faut. Ça veut pas dire qu'il fouille au détecteur. Les 2 monnaies qui ont été trouvées en Angleterre, c'est une fouille au détecteur. Oui, mais en Angleterre, c'est autorisé. En France, donc, si tu veux, la qualité des informations créées et sur lesquelles tu t'appuies peut être extrêmement variable. Quand on sait que parfois, disons qu'on cache en partie justement certaines choses pour des raisons qu'on comprend bien. Et donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas non plus utiliser cette connaissance grise comme il est si bien dit maintenant, parce que effectivement, dans certains cas, ça peut nuancer énormément des choses, hein, c'est sûr. Voilà. Là, dans le raisonnement, on tient compte qu'aux Pays-Bas, la détection est permise. Et en Angleterre, oui, mais l'Angleterre et les Pays-Bas, c'est permis. En France, ce n'est pas autorisé, c'est disons, subi. Et en même temps, l'information peut être très fiable ou pas du tout. Parce que, voilà, donc c'est ça qui module quand même votre raisonnement, même s'il est très performant, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas... Ce qu'il y a, c'est qu'entre la théorie et le côté pratique des choses, il peut y avoir une distance parfois. Et voilà. Donc, ceci dit, voilà. J'avais un peu envie de nuancer ça. On a même des limites parfois qui sont scientifiques, parce que le trésor de Göttingfort a été trouvé en bas de la falaise et a été ramassé durant 3 ans au fur et à mesure que la falaise descendait. Alors, ça a été trouvé dans 5 mètres de longueur. Hein, donc c'est un classique en archéologie. Hein, et donc, il y a certainement des monnaies du site qui est en haut de la falaise qui sont descendues avec le trésor. Donc là, on sait qu'on a un trésor qui est probablement incomplet, avec des ajouts. Et pour avoir travaillé, par exemple, sur le denier de Milon de Trèves, ça remettait beaucoup de choses en cause, parce que c'est quel Milon? Alors bon, il se trouve que c'est Trèves, donc on peut le dater un peu plus précisément, mais ça avait été évoqué que ça puisse être Milon de Narbonne, beaucoup plus tardivement, que ça puisse être un autre Milon, je ne sais plus d'où, parce qu'il est évêque, me semble-t-il, de Reims et de Trèves. Bon, donc, mais quand même, là, c'est PTRE, donc c'est Saint-Pierre de Trèves, c'est très simple. Moi, j'en suis persuadé.
Si on date le trésor des années 750, c'est pas la même chose que si on le date des années 730 par rapport à Milon. Et puis les chatas, il y a des types de chatas même trouvés aux Pays-Bas qui sont de très grands diamètres, qui posent un vrai problème puisque certains pensent qu'ils ont été frappés jusqu'à Charlemagne. Et dans la loi frisonne, on parle de denier frison, on le précise. Et donc, si on précise à l'époque de Charlemagne qu'on parle de denier frison, est-ce qu'on votre raisonnement pour l'instant, c'est beaucoup d'éléments, plus beaucoup d'hypothèses, plus beaucoup d'interprétations, ce qui est tout à fait normal pour un travail qui est finalement au tout début de quelque chose, parce que on suppose que le trésor, c'est rien du tout, en fait, par rapport à ce qu'on pourrait supposer d'un monnayage qui est assez pléthorique, en réalité, je pense. Et parce que les gens, ils circulent pas avec rien, quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, les réseaux de commerce dont tu parles, qui sont très anciens, puisque l'étain, c'est pour l'âge du bronze et tout ça. Tout ça est en place depuis très longtemps pour une partie. Il y a des choses donc la complexité de tout ça, elle va se modifier au fur et à mesure dans vos raisonnements. Et puis voilà, quoi. Ça n'est qu'un point de recherche. Il y aura certainement des données qui seront réattribuées. C'était de celui-ci. Là, c'est la carte de répartition. Alors, c'est très drôle parce que dans tous les textes depuis un siècle, les Anglais disent c'est pas de chez nous, c'est français, et les Français disent c'est pas de chez nous, c'est anglais. Mais la carte de répartition, c'est 1 en Angleterre et 13 en France. Et celui-ci ne fait que confirmer. Et la carte de répartition, effectivement, elle est problématique. Les deniers frisons, est-ce qu'ils sont passés par l'Angleterre mélangés aux deniers? Non, mais tu peux pas donner des réponses totales tout de suite. Il va falloir t'attendre un peu, avoir plein d'éléments supplémentaires, n'est-ce pas? Je pense que sur ce trésor, malheureusement, on n'aura pas plus d'éléments. On a publié le trésor. Alors, c'est pareil. Marc peut en témoigner. On a les 2 derniers deniers qui nous manquaient. Alors, il y a une autre question qui m'intéresse pas mal, c'est que l'idée, effectivement, qu'on trésorise plutôt les poids lourds. Bon, ça, c'est évident. D'une manière générale, pour les trésors, enfin, les dépôts monétaires en général, les gens, à de rares exceptions près, sauf le trésor de circulation où là, on prend ce qu'on peut dans ce qui reste dans la circulation. Donc, des fois, des deniers qui sont déjà faits. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de solutions, d'usure, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Ciatas, vous avez une idée de leur titre, et puisque là, ils sont inférieurs au niveau poids globalement, ce qui est thésaurisé dans ce trésor, et donc voilà, donc ça serait intéressant de voir si ça sert aussi peut-être même de monnaie, c'est le cas de le dire, pour les deniers qui ont une certaine valeur d'argent. Tu as parlé toi-même de choses qui étaient à très très haut niveau, donc en fait l'argent le roi c'est 958, mais les Ciatas, à quel titre on doit avoir des choses qui ont été analysées, ça j'avoue que je ne sais pas du tout, mais il peut y avoir des variantes importantes, et quand tu as une pièce qui pèse déjà de façon inférieure au niveau poids, et puis qu'en plus le titre est bien inférieur, si les gens en ont conscience, ça peut être intéressant de voir les différents niveaux de thésaurisation de ce qui peut être récupéré. Enfin, voilà. Ça, c'est une des choses qui pose problème, c'est que dans certains trésors, on a des deniers qui visiblement sont à très bas titre, je dirais 30-40% d'argent. Ils n'ont pas été analysés, mais on n'est pas dans du billon noir, mais on est quand même dans du billon. Et puis à côté de ça, il y a des deniers de Tours. Et tous ceux qu'on a analysés de Tours sont à plus de 93% jusqu'à la fin de la période mérovingienne. Ça nous a beaucoup surpris. Dans le cas de Saint-Martin-de-Tours et de la Touraine, il n'y a pas de dévaluation de la teneur d'argent. Enfin, si, il y a les premières séries qui sont à 99,5, je crois, de pourcentage, qui sont anormalement élevés. Et dès que ces séries de grands deniers sont repassées en petits deniers, on trouve par-ci, par-là des petits deniers qui n'ont pas été détectés comme plus anciens et qui sont pourtant de plus haut titre, mais qui sont dans les trésors. Il y en a 2. Et puis après, les monnaies restent à 93%. Toi, Philippe, tu utilises le mot anormalement élevé. C'est pour l'instant dans l'état des lieux de ta connaissance ou de la connaissance des gens. Mais rien ne te dit qu'il n'y a pas un système qui existe. Il y a une centaine de deniers analysés. Donc, les deniers de Maastricht, quand je dis 30%, je ne parle pas au hasard. Les deniers de Maastricht, ils sont vraiment quasiment tous très noirs, et ceux qui ont été analysés étaient à 30%.
Mais tu vas dans le sens de la question que je te pose. Ah C'est-à-dire oui, qu'il y mais a. ça, j'ai pas la réponse. Je Mais constate non, mais c'est ce que je te dis, que tu n'as le pas la problème. réponse. Je constate le D'accord, problème, tout à fait. parfait, très bien. Oui, oui, je suis bien d'accord En avec tout toi cas, qu'il y a un c'est problème. beau travail, en tout cas. Ouais, formidable. Et on se demandait même s'il ne pourrait pas circuler au poids, mais si vous avez des monnaies à 30%. Pour rien te cacher, c'était sous-tendu. Ma question était sous-tendue par ce genre de choses, hein, parce qu'on a des choses après, on sait très bien, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans toute cette région du sud de la Neustrie et du nord de l'Aquitaine, on a des demi-deniers, on a des oboles unifaces. Et là, on est à une centaine. Tu l'as Dans la démontré pour région d'autres des périodes. Chiata, j'ai écrit un article récemment sur les demi-Chiata et les demi-deniers. On a des deniers et des Chiata coupés en deux. Mais on parle d'une vingtaine d'exemplaires sur des milliers et des milliers d'exemplaires de Chiata. Donc, une centaine de bols par rapport à quelques milliers de deniers, je crois que dans les trouvailles de Touraine, c'est 3%. Là, c'est infinitésimal. On a des deniers coupés, on a des Chiata coupés, on a des oboles qui sont fabriqués uniquement dans cette région. Et on n'en retrouve nulle part autre. Là encore, un autre problème. Est-ce que les monnaies à de moindres types ne servent pas de demi-denier? Tout à fait. Tu as des trésors bien postérieurs pour le 11e, 12e, où il y a des monnaies qui sont à demi, hein, et c'est principalement sur la côte ouest, et donc très proche de l'Angleterre. Alors, voilà, quoi. Des pièces coupées en deux, ou en quart, d'ailleurs. Pardon? Il y a des phénomènes d'imitation. J'avais publié un denier E. Carnotis avec un beau porc-épic de l'autre côté, trouvé en Angleterre. Donc, c'est une imitation de Chiata qui a bien fonctionné. Le seul exemplaire répertorié, qui est pourtant signé de l'église de Chartres, de l'évêché de Chartres, est retrouvé parmi les Chiata. Il a servi comme Chiata. Il n'a pas été analysé, mais à mon avis, il ne doit pas être au bon titre. Je suis d'accord avec toi. Il fallait bien qu'il y ait un bénéfice pour l'évêque de Chartres de faire des Chiata. Sauf si on lui a demandé de payer avec ça. C'est une possibilité. Je sais pas. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres opinions que celles que nous avons développées, parce qu'effectivement, sur les deniers au 7, Marseille était considéré comme l'atelier. La moitié des deniers trouvés en trésor proviennent de Cimier, mais les autres, les trouvailles isolées ne confirment pas. Pour te rejoindre, les trouvailles isolées dont nous avons connaissance. Oui. Mais quand tu vois le nombre de Chiatas qui étaient connus dans un ouvrage et que le nombre qu'on connaît aujourd'hui en fouilles et en compagnie, on voit bien que le problème se pose quand même. Là, toutes les origines sont confondues, c'est-à-dire monnaie du marché sans origine, monnaie dont une origine est donnée sans avoir une certitude scientifique, et monnaie de fouilles et de trésors. Le trésor des Combrailles, il est dans les Combrailles. Voilà. Il n'est pas de Bourges. Mais on dépend effectivement d'un certain nombre d'informations et beaucoup de monnaies ne sont pas publiées, même si elles ont été trouvées dans des conditions où elles devraient être publiées depuis 30 ans. C'est vrai. Donc on dépend de ce qu'on a. Non, mais juste dans le raisonnement, là. Oui, non, mais on a essayé de pousser le raisonnement au maximum, mais il y aura certainement des choses qui seront affirmées. Tout à l'heure, Inès parlait de ce denier. Si le vicus est lisible sur un autre denier de même coin, je serais le premier à dire que c'est le vicus, c'est pas forcément la région de Rouen. Ça imite un peu les fleurs à six pétales qu'on trouve dans la région de Rouen, mais on peut très bien imaginer un atelier un peu plus loin qui s'en est inspiré, sans limiter justement, et en signant. Oui, que ça circule avec, c'est clair. Hein. Et on dépend de ce qui est marqué dessus, et ces deniers sont quand même pas beaucoup lisibles. Si le cantonnement des deniers de Clermont n'était pas à RCV, on aurait vraiment du mal à les attribuer à Clermont. C'est pas sur la légende extérieure qu'on aurait pu. On peut dire que c'est clairement le cas, effectivement. Ouais, c'est clairement le cas dans Clermont. Bon, merci. D'autres questions?
On a fait le tour. Bon, apparemment. Bon, il va nous rester à remercier tous les participants et à vous dire à une prochaine fois. La prochaine fois, ce sera à la Monnaie de Paris, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, en visioconférence, comme aujourd'hui. On va essayer de faire les deux et la fois prochaine, tout devrait bien marcher. Enfin, je croise les doigts que la technique ne nous lâche pas une seconde fois. Et on retrouvera Paul-Étienne Kaufmann qui nous parlera du vicomte Ponton d'Amécourt. Voilà. Ben, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée.